soir avec Marceau. Radio X. Chronique de l'enquêteur du paranormal, on était en train de jaser il y a de ça 5 secondes et on s'est fait couper par le début de l'émission. Salut ChristianPage.ca. Salut Yannick Marceau. Ouais, ça a été le fun avec Monsieur Martineau et Jonathan Trudeau cette semaine? Ben oui, écoute, ils ont été très sympathiques, très gentils avec moi, puis bien sûr, ils ont mentionné notre collaboration hebdomadaire ensemble, fait que tout est parfait. Exact. On est chanceux, on a une belle gang à choix, puis merci beaucoup de t'être prêté au jeu, puis de leur avoir jasé d'un sujet qui fait jaser beaucoup de gens ces temps-ci. Cette fameuse étude secrète sur les ovnis. Puis quand on parle d'ovnis, il faut toujours le rappeler, on parle pas toujours de petits hommes verts, là, on parle d'objets volants non identifiés. On parle d'une enquête du New York Times qui a révélé l'existence de cette étude secrète-là qui se serait déroulée entre 2007 et 2012. Voilà, puis j'ai gardé quelques informations que je vais te révéler ce soir à toi en exclusivité à propos de ça. Fait que bon, parce que j'ai dit, tant qu'à revenir avec le sujet, aussi bien d'en profiter pour mentionner tout le petit côté que les journaux ne mentionnent pas. Exact. Donc d'abord, revenons sur cette étude. Tu l'as mentionné, c'est la grosse affaire publiée samedi dernier dans les pages du New York Times. On apprend, parce que c'est une enquête qui a été menée depuis plusieurs semaines, notamment par une journaliste d'enquête qui s'appelle Leslie King, qui s'intéresse d'ailleurs à la question des ovnis, qui a publié un ouvrage en 2010 qui s'appelait OVNI pilote et représentant du gouvernement parle ouvertement. Là. Bon, ça, c'est la traduction, là, que je te fais une traduction libre du titre du livre en anglais, qui était UFOs, Pilots and Government Officials Go on Records. Donc, elle s'intéresse à la question des ovnis depuis plusieurs années, publie un livre en 2010, et depuis quelques semaines, donc, par une série de fuites, elle s'était retrouvée à enquêter sur cette affaire-là. Ils n'ont parlé au New York Times. Des journalistes du New York Times ont embarqué dans l'affaire. Et c'est sorti samedi. Donc, on apprend que, comme tu l'as mentionné, que durant une période de à peu près 5 ans, entre 2007 et 2012, au Pentagone, on avait ouvert un projet d'enquête sur les ovnis qui portait le nom de Programme d'identification des menaces aérospatiales avancées, Advanced Aerospace Threat Identification Program. Donc, ce programme-là avait principalement pour mission d'identifier des objets volants inconnus. Donc, quand on parle d'objets volants inconnus, tu l'as mentionné, pas forcément des petits hommes verts. Il pouvait s'agir d'objets venant d'un pays étranger quelconque qui traversait le territoire, traversait l'espace aérien américain sans autorisation, ou bien sûr des objets volants inconnus dont la nature reste perplexe, ce qui me laisse perplexe. Donc, il y avait eu ces fuites-là. Ils ont fait leur travail. L'article est paru samedi et comme il s'était mentionné dans l'article, bien sûr ils se sont retournés vers le Pentagone, ont posé la question et le Pentagone a reconnu officiellement l'existence de ce programme-là. Ce qui est ici, il y a quand même quelques petites choses qu'on doit dire. Ce programme-là, pendant 5 ans, a coûté grosso modo 20 millions de dollars. Ça reste un programme excessivement marginal quand on pense qu'à l'époque, le budget annuel du département de la Défense était de 600 milliards. Donc, ce 20 millions étayé sur 5 ans, quand on a un budget annuel de 600 milliards, qui d'ailleurs est passé à 700 milliards la semaine dernière, c'est quand même pas très important. Mais là où ça fait mal, tu l'auras compris, c'est que officiellement, lorsque les journalistes ou le public se retournaient vers le département de la Défense pour questionner à propos des ovnis, la réponse officielle était « Nous ne nous intéressons plus à la question des ovnis depuis la fin des années 60, parce que c'est vrai que de 1947 à 1969, l'armée américaine a tenu 3 projets d'enquête sur les ovnis successifs, le projet Sign, le projet Grudge, pour terminer avec le projet Blue Book, dont les conclusions étaient publiées au début de 1970. Et leur conclusion était sur l'ensemble des observations d'ovnis rapportées, il y en a quelques-unes pour lesquelles on n'a pas trouvé d'explication. En fait, 701 pour lesquelles disait-il qu'il n'avait pas trouvé d'explication. Mais il disait également, dans un même souffle, que le fait que ces objets demeuraient non identifiés ne prouvait pas, ou en tout cas n'avait rien, il n'y avait aucun élément qui permettait de croire en une nature extraterrestre de ces objets. Donc ça, c'était leur conclusion. Et à toutes les fois où, depuis, on s'adressait au département de la Défense pour s'informer sur les ovnis, la question était aller aux archives nationales parce qu'on ne s'intéresse plus aux ovnis depuis la fin des années 60. Or là, on apprend que pendant 5 ans, ils ont enterré un projet d'enquête sur les ovnis. Alors,
déjà que le département de la Défense n'avait pas la meilleure crédibilité lorsqu'on parlait d'OVNI, ben là, évidemment, leur crédibilité, qui était à pas grand-chose, c'est complètement émoussée. Il faut pas se le cacher, et je fais mea culpa. Moi-même, lorsque l'on me parlait de ça, je disais souvent, parce que c'est vrai que chez les amateurs d'OVNI, il y avait cette rumeur que, oui, mais peut-être que le gouvernement continue en sourdine à s'intéresser aux OVNI. Et moi, je répondais, c'est possible, mais où sont les preuves? Et je me gênais pas trop pour dire que les amateurs d'OVNI font souvent aussi dans les théories du complot, puis ils ont souvent tendance à exagérer. Mais c'est un bon réflexe de demander où sont les preuves, tu sais. Voilà. C'est bien beau avancer des affaires, mais à un moment donné, ça prend des preuves. Et là, on en a une qui est très, très, très concrète. Là. Voilà. Donc, ces preuves-là, on ne les avait pas. Là, maintenant, cette preuve-là, faut bien le reconnaître, les théoriciens du complot, les amateurs d'OVNI avaient raison à ce chapitre-là. C'est vrai que les autorités nous cachaient l'existence de ce projet, même s'il était relativement marginal. Donc, cela dit, puis le département de la Défense a été assez ouvert pour non seulement reconnaître l'existence du programme, ils ont également remis aux médias une vidéo dont on a beaucoup parlé cette semaine, une vidéo qui a été tournée par un chasseur F-18 qui avait pris en chasse au large de San Diego un objet volant non identifié. L'image vidéo est très parlante, c'est-à-dire on voit l'objet sur l'écran et on entend les pilotes qui parlent et ils mentionnent, l'objet se déplace contre les vents qui sont à 120 nœuds, ce qui est à peu près à 220 km. Et là, donc, ça élimine la possibilité d'un ballon atmosphérique, tout ça. Bon, maintenant que tout ça a été dit, il y a quand même un petit peu de politique là-dedans qu'il faut savoir et que les médias n'ont pas beaucoup parlé. OK. Mais pour ceux qui n'ont pas vu les images, Christian, parce qu'il y en a qui nous écoutent présentement qui n'ont pas vu les images, comme tu l'as dit si bien, c'est des images qui ont été filmées par un F-18, donc des pilotes qui étaient dans les cockpits. Deux pilotes se parlaient et il y a un pilote qui dit, il y a un vent de travers de 120 nœuds d'en face, là. Est-ce que, là, il y en a même un qui dit, est-ce que c'est ce que je crois? Moi, je regardais ça puis je me dis, mais qu'est-ce qui peut aller plus vite qu'un F-18, là? En fait, l'objet va pas plus vite que le F-18. Hein. Il va à l'encontre du vent, qui sont à peu près à 120 nœuds, donc 220 km. Ce que l'article ne dit pas, et que je peux te raconter un peu, parce que les circonstances de cette vidéo-là, faut le dire, hein, la vidéo a été rendue publique par le département de la Défense, grâce à l'initiative de l'ancien directeur de ce fameux projet secret. Ce directeur-là s'appelait Luis Elonzido. Donc, c'est lui qui d'ailleurs, à partir du moment où il a, disons pas été licencié, mais à partir du moment où le projet s'est terminé en 2012, il a continué, lui, au sein du département de la Défense, d'enquêter sur les OVNI, mais cette fois pour le compte de la US Navy et de la CIA. Ce qui fait donc dire que ce projet pourrait toujours être effectif, même s'il n'est plus financé par le département de la Défense. Cela étant dit, ce Luis Elonzido, c'est grâce à lui qu'on a mis la main sur cette vidéo, et la vidéo a été, si on peut dire, libérée par le département de la Défense, qui a confirmé l'authenticité de la vidéo. Lorsque le département de la Défense a dit « oui, vous pouvez publier la vidéo », il ne fournit toutefois aucune indication sur la provenance, la source, la date et les circonstances dans lesquelles cette vidéo a été tournée. Mais on le sait, à partir du moment où tout ça est paru dans la presse, dans le New York Times samedi, le pilote s'est fait connaître et lui a raconté les circonstances. Il se trouvait sur un porte-avions, le USS Princeton. On est en 2004, on est au large de San Diego. Ses supérieurs l'informent, lui et un de ses collègues, qu'ils ont détecté une série d'objets, donc plusieurs objets, qui se déplacent aux alentours de 18 000 pieds d'altitude. Alors, on veut savoir si ces ovnis, on parle bien d'objets volants non identifiés, on ne mettra pas une étiquette sur ces objets, donc ces ovnis, donc on veut savoir s'ils sont armés. Alors, il part avec son collègue sur deux F-18 et ils vont voir un objet, pas les objets, parce que dans la vidéo, on entend un des pilotes qui dit « Ah, ils sont plusieurs », mais ils ne le voient pas plusieurs. Ils parlent en fonction de ce que leur chef de section leur a dit. Donc, ils voient un objet, ils le prennent au radar et c'est ces images que l'on voit. Donc, l'objet se déplace à 120 nœuds, c'est-à-dire contre un vent de 120 nœuds. C'est assez spectaculaire parce qu'on voit l'objet ressemble un peu à une espèce de toupie qui pivote sur elle-même, mais on n'a pas la fin de la vidéo. Le pilote a raconté que l'objet s'était simplement éloigné à grande vitesse, puis eux avaient lâché la chasse.
mais on ne voit pas ça sur des images. Ce que l'on voit, c'est une section d'à peu près une trentaine de secondes où l'appareil se trouve dans le collimateur du radar. OK, mais Christian, je te pose une question. T'es pilote de F-18, t'es à côté d'un objet comme ça. Est-ce que tu lâches la chasse puis tu retournes sur le porte-avions? En fait, ce que le pilote a dit, c'est qu'il y avait d'autres F-18 qui avaient été lancés également à la chasse de ces objets. Okay. Donc, eux ont lâché la chasse, tenant compte que les autres appareils devaient prendre le relais. Et lorsqu'ils se sont posés sur le Princeton, le USS Princeton, le pilote a demandé au chef de section ce qui s'était passé et le chef de section de lui dire que les autres avions avaient été rappelés. Mais il n'a pas fourni plus d'indications sur les raisons de l'abandon de la chasse. Donc, on spéculera pas là-dessus. Ouais. Ce sont les images qui sont là. Ce que les journaux n'ont pas mentionné, c'est qu'il y a un petit peu de politicaillerie derrière ce projet-là. Hein? C'est-à-dire, on peut se demander, est-ce que vraiment l'armée était intéressée à la question des ovnis? Peut-être que oui, peut-être que non, mais une chose est certaine, il y a un peu de politicaillerie, et là, je te le révèle un peu ce qui s'est passé. En fait, le programme a été instauré par un type qui s'appelle Harry Reid. Harry Reid était le sénateur, maintenant il est retraité, c'était le sénateur démocrate du Nevada. C'est lui qui a fait de la pression pour que le département de la Défense instaure ce projet-là en 2007. Mais d'où vient cette idée-là? Il faut savoir, parce qu'on sait que les médias ont mentionné que le principal bénéficiaire de ce projet-là a été un type qui s'appelle Robert Bigelow, qui dirige une compagnie à Las Vegas qui s'appelle Bigelow Aerospace, donc une compagnie qui fait dans l'aérospatiale. Et c'est Bigelow et ses compagnons qui ont bénéficié le plus de ces fameux 20 millions de dollars injectés dans le projet pour l'enquête sur les ovnis. Mais ce Robert Bigelow, qui est-il et pourquoi a-t-il bénéficié comme ça des largesses du département de la Défense? Et c'est là qu'on arrive dans la politicaillerie. Ce fameux sénateur Harry Reid qui a mis de la pression pour que le programme soit mis en place, ce Harry Reid connaissait Robert Bigelow. Et okay. Robert Bigelow n'est pas un individu qui sort comme ça de nulle part. Entre 1995 et 2004, Robert Bigelow, pour essayer de le situer un peu là, pour les auditeurs qui nous écoutent, c'est un peu, les plus vieux se rappelleront du personnage, les plus jeunes se référeront au cinéma. Il y a eu un personnage qui s'appelait Howard Hughes. As-tu déjà entendu parler de ce personnage-là? Howard Hughes? Ouais. Ils ont fait un film sur lui, c'est The Aviator. Avec, c'est ça, Leonardo DiCaprio. Donc, ce Howard Hughes, personnage un peu, je dirais un peu marginal, hein? Sa famille fait fortune dans le pétrole, il va se lancer dans le cinéma, c'est un passionné d'aviation, il va mourir dans les années 70 un peu retiré du monde, obsédé par les microbes, il avait développé une phobie pour les microbes, c'est un personnage un peu étrange et fantomatique qui fuyait les médias et qui en même temps jouissait d'une espèce d'aura extraordinaire. Robert Bigelow est un peu dans le même acabit. Hein, c'est un personnage qu'on voit rarement à la télé, il fuit les médias, mais ce bonhomme-là a fait fortune dans l'hôtellerie avant de se lancer dans la technologie aérospatiale. Et Robert Bigelow, de 1995 à 2004, avait mis sur pied une organisation un peu fantôme qui s'appelait la National Institute for Discovery Science. Et il s'était entouré de gens qui s'intéressaient aux phénomènes mystérieux, paranormaux, particulièrement les ovnis. Et donc, pendant toutes ces années, de 95 à 2004, 9 ans, ils se sont intéressés à ces phénomènes bizarres, mais sans jamais vraiment présenter au public des évidences, sans jamais publier non plus. Ils avaient une petite publication qui était un petit peu marginale. On publiait quelques articles là-dedans, mais ça restait excessivement souterrain. Et durant cette période, Robert Bigelow s'est porté acquéreur du Skinwalker Ranch en Utah, donc une sorte de ferme, un ranch retiré de l'Utah, où on disait qu'il y avait des phénomènes paranormaux qui se produisaient là-dessus, mutilation de bétail, apparition d'ovnis, phénomène de poltergeist, donc vraiment quasiment un laboratoire, un microcosme du paranormal. Donc durant la période du National Institute for Discovery Science, donc Robert Bigelow s'est porté acquéreur du fameux ranch en question. C'est sur ce ranch, au début des années 2000, qu'il reçoit le sénateur Harry Reid. Et à l'issue de cette rencontre, Harry Reid va quitter le Skinwalker Ranch, persuadé de la réalité des ovnis, persuadé de la réalité des visites extraterrestres. Et c'est ce même Harry Reid
qui va faire pression auprès du département de la Défense pour mettre en place un programme d'enquête sur les ovnis qui, éventuellement, va profiter à qui? À Robert Bigelow, le même qui avait acheté le Skinwalker Ranch, qui avait invité quelques années plus tôt ce Harry Reid. Donc, tu vois, c'est une sorte de retour à l'envoyeur, un retour d'ascenseur. Bon, est-ce que, tu sais, c'est un peu comme si toi et moi, on se connaît, disons, depuis quelques années, je sais que tu étudies les mœurs de la mouche tsetse en période de rut. Oui, monsieur. Et finalement, je réussis à convaincre le gouvernement de lancer un programme pour étudier les mouches tsetse en période de rut. Puis finalement, ben, c'est toi qui vas obtenir les fonds pour ça. On peut se demander là, s'il n'y a pas un peu de, disons, d'enveloppe brune, hein, de collusion, ou de copinage là-dedans, là, tu sais, là. Possible. Mais bon, quoi? Oui. C'est possible. Ouais, fait que quoi qu'il en soit, ce programme a bel et bien eu lieu. Bon, on a l'impression que c'est un peu du grattage de dos, parce que quand on regarde les sommes d'argent allouées, 20 millions sur un budget annuel de 600 milliards, et là, je te parle de 20 millions échelonnés sur 5 ans, c'est quand même peu. Mais quand même, Robert Bigelow a été le principal bénéficiaire de ces sommes d'argent, et quand on sait que celui qui a mis en place le projet, le politicien qui a travaillé d'arrache-pied pour mettre en place ce projet-là, était un ami personnel de Bigelow et qui s'était rencontré quelques années avant, justement pour parler d'OVNI, bon, évidemment, tout ça paraît, ça sent un petit peu le copinage. Effectivement. Hey, prochain sujet. Moi, Christian, il y a deux trucs dans ton monde que je m'explique très mal parce que, puis on a déjà eu l'occasion d'en parler, c'est qu'à travers le monde, il y a des gens qui ont été déclarés décédés, qui ont été ramenés à la vie, qui nous rapportent qu'ils ont vu un couloir, qui ont rencontré des gens qui avaient déjà rencontré lors de leur vie humaine, des gens qui étaient connus, d'autres qui ne l'étaient pas. Ça, je me l'explique mal. Et je m'explique aussi mal le phénomène de la combustion spontanée chez l'être humain. Ça fait des années et des années que j'ai lu là-dessus, mais ça m'avait laissé tellement perplexe. Je me dis, mais comment un corps humain peut se consumer par lui-même, tout simplement dans son lit, sans qu'il n'y ait pas de source de chaleur nulle part? Et là, tu as un cas aujourd'hui. Oui, j'ai un cas, puis ta question, elle est tout à fait justifiée, et ma réponse, elle est simple, c'est impossible. Techniquement parlant, là, c'est impossible. Un corps humain ne peut pas prendre feu. C'est bon à savoir. Donc, et c'est pour ça que ce phénomène de la combustion humaine spontanée est si controversé et si surprenant aussi. Parce que, techniquement parlant, anatomiquement parlant, un être humain ne peut pas prendre feu. Hein, et c'est difficile de réduire un corps en cendres. Hein? On veut pas nécessairement en cette période d'avant Noël, on veut pas ramener des mauvais souvenirs, mais faut pas se le cacher, durant la Deuxième Guerre mondiale, le problème de l'armée nazie n'a pas été d'éliminer 6 millions de Juifs, ça a été de se débarrasser des corps de 6 millions de Juifs. Donc, se débarrasser d'un corps humain, le détruire, le brûler jusqu'à le rendre en poussière, c'est très difficile. Et c'est, lorsque l'on passe lorsqu'il y a des incinérations, le corps humain est brûlé à des températures de 2000 degrés pendant plusieurs heures pour le réduire en cendres. Et là, on parle de cas souvent, ce qui est rapporté dans la littérature sur les combustions humaines spontanées, de gens qui auraient pris feu, qui se seraient enflammés spontanément et auraient été réduits en cendres en quelques minutes. Et pourquoi je dis quelques minutes? Parce qu'on a quand même quelques cas détaillés, parce que bien souvent, on n'a pas l'échelle de temps. Mais on a quand même, à travers les dossiers rapportés, quelques cas où on a une bonne échelle de temps. Je pense notamment à un cas en particulier, celui de Mme Conway. On est au milieu des années 60, aux États-Unis, en Pennsylvanie, et la dame en question a été vue vivante, comme aux alentours de 9h le matin. À 9h15, les pompiers arrivent sur place et le corps est réduit en cendres à ce moment-là. Donc, il y a quelques minutes à peine qui s'est écoulé entre le moment où elle a été vue vivante et le moment où elle est réduite en cendres. Donc, c'est un phénomène qui est excessivement mystérieux, rarissime. On ne connaît à peu près que 200 cas rapportés dans la littérature. Et on se demande toujours, est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'il y avait une cause extérieure à ça? Parce que dans bien des cas, lorsqu'on a trouvé un corps soi-disant brûlé par combustion humaine spontanée, il y avait souvent proche une source de flamme vive, un foyer, quelque chose qui émettait du feu, ou peu importe, et où les gens étaient des fumeurs, mais bref, il y avait souvent une source d'allumage. Mais là, dans le cas qui nous intéresse, parce que là, c'est un long détour que j'ai fait, mais bon, je pense que c'est le détail historique qui est important, la police métropolitaine de Londres
a émis en début de semaine un avis de recherche. Et là, c'est assez surprenant concernant un incident qui date du 17 septembre dernier. Ce jour-là, vers 13h, il y a un type, un certain John Nolden, un homme de 70 ans, qui est originaire d'Irlande. Ce type-là déambulait dans la rue lorsque soudainement, on est au nord de Londres, dans un quartier du nord de Londres, lorsque le bonhomme en question s'est enflammé comme une torche. Alors, il prend feu, des gens le voient, ils se précipitent auprès du monsieur en question, ont réussi à éteindre les flammes. Le bonhomme en question sera transporté, en fait, sera héli-transporté, parce qu'on a appelé un hélicoptère, et ça sera transporté dans un hôpital du centre de Londres, où il va décéder de ses brûlures. Et là, c'est pourquoi on se gratte la tête. Les témoins parlent tous que le bonhomme s'est enflammé soudainement. Les témoins disent que l'homme était seul et personne ne lui connaît d'ennemi particulier et le bonhomme n'a pas été impliqué dans une altercation quelques minutes avant. Il marchait sur la rue paisiblement et il s'est enflammé. Les policiers et les pompiers, les spécialistes, les enquêteurs en incendie qui se sont penchés sur l'affaire, ainsi que les légistes, reconnaissent qu'il n'y a pas de source d'allumage. Le bonhomme n'avait pas d'allumette sur lui, pas de cigarette. Ses vêtements n'ont pas été imprégnés par un produit, un accélérant, quoi que ce soit. Le bonhomme s'est allumé. Tout simplement allumé. Et là, les policiers sont tellement dans l'embarras avec cette histoire-là, parce qu'on a déjà prévu pour le 13 mars prochain, on a prévu une enquête publique du coroner, mais les policiers et les enquêteurs du département des incendies n'ont rien à proposer. On ne le sait pas. On ne sait pas pourquoi le bonhomme a pris feu. On n'arrive pas à trouver ça. Donc, la police demande davantage de témoins pour voir si quelqu'un n'arriverait pas avec le petit indice qui permettrait d'aiguiller les enquêteurs sur les raisons de cet incendie. Mais là, pour l'instant, on n'a aucune idée. Et tu comprends qu'à demi-mot, on se demande, est-ce qu'il pourrait s'agir de l'un de ces cas rarissimes de combustion humaine spontanée? Mais est-ce que la combustion humaine spontanée existe? On est quasiment dans un domaine de science-fiction. Mais là, faut pas se le cacher, cette demande d'accès ou cet appel à témoins est proposé directement par la police métropolitaine. Donc, c'est pas un truc qui est sorti d'une petite organisation ésotérique ou mystique, là. Ouais. C'est la police de Londres qui fait un appel à témoins, parce que là, pour l'instant, ils sont un peu dépassés sur les circonstances de la mort de ce monsieur Nolan. Parce que physiquement, c'est impossible. On l'a déjà... La dernière fois qu'on avait parlé de combustion humaine, toi et moi, on avait déjà parlé que ça avait été testé sur des animaux. Ouais. La combustion spontanée. On avait fait un test à savoir, je m'excuse pour les oreilles sensibles et pour les végétariens, mais si un porc décède, on décide de le brûler parce qu'on se dit, il y a peut-être du gras sur le corps et tout ça. C'est pas suffisant pour que le corps brûle au grand complet, là. Voilà, en fait, c'est un peu de la poudre aux yeux, hein. Les tenants, parce que je sais que les gens qui nous écoutent ont souvent l'impression que je suis un partisan des sceptiques, ce qui n'est pas tout à fait le cas, puis je n'hésite pas à dénoncer lorsque le balancier va trop loin d'un côté ou de l'autre. Et dans le cas présent, souvent les sceptiques parlent de l'effet bougie. L'effet bougie, c'est que le feu prendrait après tes vêtements, la personne atteinte, la victime, perdrait conscience ou serait victime d'un malaise, tombe. Et là, elle est dans un environnement où il y a peu de circulation d'air. Les vêtements, en fait, c'est un peu comme une bougie inversée. Tes vêtements sont la mèche et tes graisses corporelles sont ce qui va à la cire. En fait, c'est ton combustible qui va alimenter l'incendie. Et comme ça, ton corps brûlerait dans un environnement relativement clos, pourrait brûler pendant des heures et réduire ton corps ensemble. Et souvent, tout ça semble fonctionner. Et dans des démonstrations à la télé, les partisans très sceptiques de la combustion spontanée, font l'exemple, ils habillent un porc, mettent le feu après le porc, et voilà, le porc brûle, puis là, ils nous disent, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Ce qu'ils évitent de nous dire, c'est que dans bien des cas, leur porc, lorsqu'ils le font brûler, parce que j'ai vu des démonstrations, ils le font brûler dans des gros containers en métal, comme on retrouve dans les ports, dans les Ouais. Or, la maison chez toi, à beau être isolée, c'est quand même pas un container en métal. Pourquoi ils le font d'un container en métal? Parce que si tu demandes à des pompiers, ils vont te dire, c'est bien beau tout ça, là. Mais lorsque la température, lorsque tu brûles, même s'il n'y a pas de situation où il y a de la circulation d'air, à un moment donné, lorsque la température, parce que pour brûler un corps, il faut atteindre une température d'à peu près 2000 degrés,
lorsque la chaleur va atteindre à peu près 800 degrés, il y a un phénomène qui se passe qu'on appelle l'embrasement spontané. Et l'embrasement spontané, ça veut dire que tout ce qui est dans la maison va flamber. Ça va prendre d'un coup. Pouf! C'est une grosse bombe de feu et tout se met à brûler. Et ça, c'est l'embrasement spontané. Si tu ouvres une fenêtre à ce moment-là, comme par exemple, ce qu'on voit souvent, donc lorsqu'il y a un feu dans une résidence ou un appartement, les fenêtres vont éclater par la chaleur, et là, tu as une grande entrée d'oxygène et d'air, et là, ça va faire ce que les pompiers appellent un bad draft, donc une sorte d'explosion de fumée qui vont sortir par les fenêtres. Alors, évidemment, si tu le fais dans un container, tu ne feras pas sauter les fenêtres, mais si tu le fais dans une maison, ça va faire sauter les fenêtres. Puis dans le container, ben évidemment, tu évites l'embrasement spontané. Et ensuite de ça, pour que ton corps brûle au complet, ce que les sceptiques ne nous disent pas, c'est que à toutes les fois où on a fait ces démonstrations devant l'écran, il fallait arroser les vêtements du porc d'un accélérant. Alors, je connais mal des gens, moi, chez eux, qui sont en train de s'allumer une cigarette puis qui s'arrosent de kérosène avant. Là. Ça doit être rare. Ouais, c'est ça. Moi, j'en connais pas beaucoup qui font ça. Fait que bon. Et ça, tu vois, là, c'est un peu lorsqu'on nous présente ça à la télévision, c'est un petit peu truqué, si je puis dire, pour te faire croire que ça fonctionne très bien, l'effet bougie. Mais l'effet bougie, je dis pas qu'il est exclu dans tous les cas, mais ça fonctionne pas aussi bien que les sceptiques nous le disent. Là. Il y a des conditions environnementales qui rendent cette hypothèse excessivement difficile. Donc, dans le cas de M. Nolan, là, évidemment, ce n'est pas dans un environnement clos, puisqu'il déambulait sur la rue. Donc, le problème n'est pas l'alimentation en oxygène, mais plutôt quelle est la source qui a fait que M. Nolan s'est enflammé comme une torche. Amy J, est-ce que tu crois au Père Noël? Ben oui. Est-ce que tu crois que quand tu le rencontres, c'est bel et bien le vrai Père Noël? Ben oui. OK, baisse le son pour les prochaines secondes. On aurait retrouvé le tombeau du Père Noël, Christian. Oh non! Puis là, j'entends Amy J qui rit, mais c'est même pas une blague. C'est tout à fait vrai. Ça se passe en Turquie. Ouais. En fait, bon, je vais être franc avec toi, Yannick, c'est quand même une nouvelle que j'ai appris il y a quand même 2 ou 3 semaines. Mais je l'ai trouvé tellement amusante que je te l'ai gardée pour presque avant-veille de Noël. Donc, ça se passe en Turquie. Ce sont des archéologues d'une équipe de recherche qui ont découvert sous une petite église à Demre, dans la province d'Antalya, en Turquie, une sépulture. Et dans cette sépulture, ils ont trouvé des ossements et ils croient que ces ossements, en fait, c'est une hypothèse proposée, les ossements pourraient être ceux de nul autre que Saint Nicolas, le personnage, l'évêque, en fait, qui a inspiré la légende du Père Noël. Alors là, évidemment, la question est qu'est-ce que le Saint Nicolas peut faire dans cette église? Il faut se rappeler que Saint Nicolas est un saint qui serait décédé au 4e siècle. Et selon l'histoire, il aurait été justement enterré dans une église de cette région. Hein? Et on raconte que ces ossements auraient été volés et amenés à Rome, où se trouve aujourd'hui d'ailleurs une basilique qui s'appelle la basilique de Saint-Nicolas. Mais cette histoire de vol d'ossements amenés en Italie, tout ça reste un peu nébuleux. Et là, voilà qu'en faisant ces travaux, ces excavations sous cette petite église à Demre, les archéologues mettent à jour cette sépulture. Et comme Saint-Nicolas est né justement à Demre, bien évidemment, on fait vite l'association. Et si finalement, cette histoire de vol d'os n'avait jamais eu lieu et que Saint-Nicolas n'avait jamais quitté finalement la ville de Demre. Donc, à ce moment-ci, on est en train de procéder à ces fouilles, à l'identification de ces restes humains. L'âge semble correspondre. On parle de restes humains qui semblent effectivement dater d'à peu près le 4e siècle. Donc, il y a des chances, je ne sais pas que c'est une certitude, mais au moment où on se parle, il y a de fortes chances que ces ossements découverts sous la petite église de Demre soient bel et bien ceux de Saint-Nicolas. Fait que ça va me faire quelque chose à dire à mon gars de 4 ans puis mon autre de 20 mois. Il n'existe pas, le Père Noël. Il est mort! Christian Page, ça a été un plaisir de travailler avec toi cette année. Ça m'a fait plaisir, Yannick. Je te souhaite un joyeux Noël, une bonne année 2018, puis tu as déjà tout ce qu'il faut, fait que je te souhaite la santé, mon ami. Ben, toi aussi, pareillement. Salut! Salut. Merci. Christian Page, l'enquêteur du paranormal, allez faire un tour sur son site internet où ses livres sont tout en vente. christianpage.ca. Père Noël est mort. Arrête de dire ça, là. Il est mort. Marceau, le soir. Radio X.